Aujourd'hui, Zanzibar est une région semi-autonome de Tanzanie, un paradis tropical réputé pour ses plages de sable blanc, ses marchés aux épices et sa culture swahili. Pourtant, peu savent à quel point elle a failli devenir une nation indépendante, une nation qui aurait pu bouleverser la carte politique de l'Afrique de l'Est. Pendant quelques mois chaotiques en 1964, Zanzibar était au bord de l'indépendance, tiraillé entre révolutionnaires africains, sultans arabes et superpuissances de la guerre froide. Voici l'histoire de cette petite île qui a failli accéder à l'indépendance et des raisons pour lesquelles elle n'y est finalement pas parvenue. Si vous aimez découvrir les pans méconnus de l'histoire africaine, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Bien avant que le monde ne connaisse le nom de Tanzanie, Zanzibar était déjà célèbre. Au cœur du commerce mondial, Zanzibar reliait l'Afrique, l'Arabie, l'Inde et même l'Europe. Pendant des siècles, des navires chargés d'ivoire, d'or et d'épices accostaient dans ces ports. Des marchands venus de contrées lointaines y faisaient du commerce, s'enrichissaient, parfois, marquaient l'histoire. Au XIXe siècle, Zanzibar n'était plus un simple comptoir commercial, mais un véritable empire en miniature. L'île était gouvernée par un sultanat arabe d'Oman, dont l'influence s'étendait au-delà des mers. Le sultan d'Oman fut si fasciné par les richesses de Zanzibar qu'il y transféra sa capitale de Mascate en 1840. Cette décision fit de Zanzibar le cœur battant de l'économie de l'océan Indien. Chaque brise portait le parfum des clous de girofle, or, de l'île. Les plantations de clous de girofle couvraient de vastes étendues, faisant de Zanzibar le premier producteur mondial. Mais derrière cette prospérité se cachait la souffrance. Le commerce du clou de girofle reposait sur l'exploitation d'Africains réduits en esclavage, contraints de travailler dans les champs dans des conditions inhumaines. Les mêmes navires qui transportaient des épices vers l'Arabie et l'Europe transportaient aussi des vies humaines, vendues, échangées et traitées comme des biens. Stone Town, le centre historique de l'île, devint un lieu de contraste saisissant. Ses ruelles étroites résonnaient de voix parlant arabe, persan, hindi et swahili. Commerçants et voyageurs se côtoyaient sur les marchés, dans les mosquées et les cafés. Les cultures se mêlaient, les langues s'entremêlaient et les traditions fusionnaient, créant l'identité swahili que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, sous cette riche diversité, l'île était divisée par les classes sociales et l'origine ethnique. Les élites arabes possédaient la majeure partie des terres et des richesses, tandis que la majorité africaine travaillait dans les plantations et servait les familles régnantes. Lorsque les Britanniques arrivèrent à la fin du XIXe siècle, ils n'effacèrent pas ces hiérarchies, ils les perpétuèrent. La Grande-Bretagne déclara Zanzibar protectorat, abolit officiellement la traite des esclaves, mais conserva le sultan comme dirigeant symbolique. C'était un contrôle colonial déguisé en partenariat. Pendant des décennies, la vie sur l'île connut une paix fragile. Mais lorsque les nations africaines ont commencé à conquérir leur indépendance au milieu du XXe siècle, ce calme a commencé à se fissurer. Les murmures de révolution se sont faits plus forts. Le peuple a commencé à poser la question qu'aucun dirigeant ne voulait entendre. À qui appartient réellement cette île et qui mérite de la gouverner? Le 10 décembre 1963, Zanzibar met officiellement fin à des décennies de domination coloniale britannique. Sur le papier, c'est un moment de triomphe. L'île accède désormais à l'autonomie, à la souveraineté et à la promesse d'un avenir façonné par son peuple. Pourtant, la réalité pour la plupart des Zanzibaris est tout autre. Le pouvoir reste concentré entre les mains d'élites arabes, malgré le fait que plus de 90% de la population soit africaine. Nombreux sont ceux qui estiment que l'indépendance n'a fait que transformer le visage du colonialisme sans en démanteler les structures, laissant intactes les inégalités sociales et économiques. Moins d'un mois plus tard, le 12 janvier 1964, ces tensions atteignent un point de rupture. John Okello, un Ougandais relativement inconnu devenu une figure révolutionnaire, mène plusieurs centaines d'hommes armés dans un soulèvement spectaculaire à Stone Town. Les révolutionnaires submergent rapidement la police, s'emparent des principaux bâtiments gouvernementaux et démantèlent l'administration du sultan en quelques heures. Le choc est immédiat et dévastateur. Ce qui suivit fut violent et chaotique. Des milliers d'Arabes et de Sud-Asiatiques furent tués ou contraints à l'exil, tandis que maisons, commerces et propriétés étaient confisqués par les révolutionnaires. Stone Town, jadis centre névralgique du commerce et de l'opulence, devint un théâtre de peur, de destruction et de vengeance. Le sultan s'enfuit par bateau, laissant un vide du pouvoir rapidement comblé par la République populaire de Zanzibar.
Pour la première fois depuis des siècles, les Africains détenaient un véritable pouvoir politique sur l'île. Cependant, ce contrôle nouvellement acquis engendra des défis immédiats. Les nations occidentales observaient avec appréhension, craignant que Zanzibar ne devienne un autre bastion socialiste ou communiste en Afrique. L'île s'alignerait elle sur Moscou, Pékin ou d'autres puissances de la guerre froide. Sur le continent, le dirigeant tanzanien Julius Nyerere suivait la situation de près, conscient que l'instabilité pouvait se propager et menacer la fragile unité du Tanganyika et de Zanzibar. À l'intérieur de l'île, le nouveau gouvernement d'Abed Karum réagit promptement. Les terres furent nationalisées, les hiérarchies politiques démantelées et des efforts furent déployés pour effacer les anciennes divisions raciales et économiques. Mais la stabilité demeurait fragile. Les aspirations radicales, les pressions extérieures et la crainte d'une contre-révolution créèrent un climat tendu et imprévisible. L'indépendance avait été proclamée, mais la gouvernance n'était pas garantie et l'île restait vulnérable aux forces internes comme externes. Au début de 1964, Zanzibar était au bord du précipice. La liberté avait été conquise, mais la survie politique, sociale et économique était loin d'être assurée. La révolution avait bouleversé le pouvoir du jour au lendemain, mais s'ensuivit une lutte complexe pour faire face aux menaces internes, aux défis des pays voisins et aux aléas de la guerre froide. C'était un moment où la promesse d'indépendance se heurtait aux dures réalités de l'histoire, de l'identité et de la géopolitique. 3 mois seulement après la révolution de Zanzibar, le destin de l'île connut un nouveau tournant dramatique. Le 26 avril 1964, Zanzibar et le Tanganyika fusionnèrent pour former la République unie de Tanzanie. Julius Nyerere, président du Tanganyika, et Abed Karume, président de Zanzibar, signèrent les articles d'union, unissant officiellement les deux nations. Nyerere devint le premier président de Tanzanie, tandis que Karume accéda au poste de premier vice-président. Cette union fut présentée comme une union fraternelle, visant à renforcer et à stabiliser la région. Cependant, en réalité, il s'agissait d'une manœuvre stratégique influencée par la dynamique de la guerre froide et les pressions internes. Pour Nyerere, l'union était une mesure calculée pour empêcher Zanzibar de tomber sous influence soviétique. La révolution avait alarmé les puissances occidentales, qui craignaient l'émergence d'un bastion communiste en Afrique de l'Est. En s'unissant à Zanzibar, Nyerere s'assura que l'île resterait alignée sur l'Occident et éviterait de devenir un nouveau foyer de tension pendant la guerre froide. Son gouvernement était fragile, confronté à des dissensions internes et à des menaces extérieures. L'alliance avec le Tanganyika lui apporta le soutien nécessaire pour consolider son pouvoir et protéger son régime d'éventuels coups d'État ou d'interventions étrangères. Cependant, le prix de cette union fut élevé. Zanzibar perdit une grande partie de son indépendance. Des domaines clés tels que la politique étrangère, la défense et le contrôle économique furent transférés à Dar es Salaam, la capitale du Tanganyika. Si Zanzibar conserva une certaine semi-autonomie, le pouvoir réel se concentra de plus en plus sur le continent. Nombre de Zanzibaris se sentirent trahis. Ils avaient combattu pour la liberté et l'autodétermination, pour finalement voir leur révolution absorbée par une entité politique plus vaste. Un révolutionnaire déplora « Nous avons combattu pour la liberté, et nous sommes devenus une province ». Le rêve d'un Zanzibar indépendant sembla s'évanouir dans l'océan Indien, éclipsé par les forces en jeu. Pourtant, pour d'autres, l'union a apporté stabilité et reconnaissance. Elle a offert une protection à une époque où les coups d'État et les assassinats étaient monnaie courante en Afrique. L'union avec le Tanganyika a instauré un sentiment de sécurité et une tribune sur la scène internationale. Finalement, l'union qui a sauvé Zanzibar a aussi étouffé ses aspirations à une pleine indépendance. L'île est devenue partie intégrante d'une nation plus vaste, son identité et ses rêves uniques absorbés par le paysage politique tanzanien. Des décennies se sont écoulées depuis les événements tumultueux des années 1960, mais la question demeure, l'indépendance de Zanzibar a-t-elle été volée ou préservée? La réponse est complexe. L'île évolue aujourd'hui dans un espace politique complexe, doté de son propre président, de son parlement et de son drapeau. Elle contrôle même l'immigration et dispose d'un gouvernement semi-autonome, ce qui lui confère une autorité considérable sur les affaires locales. Pourtant, le pouvoir ultime, la capacité de prendre les décisions finales sur les grandes questions nationales, reste fermement entre les mains du gouvernement central tanzanien à Dodoma, rappelant aux Zanzibaris que la souveraineté, au mieux, partielle. Au fil des ans, des vagues de nationalisme zanzibarite ont émergé puis s'estompé.
Les mouvements et partis politiques, notamment le Front Civique Uni, CUF, ont toujours soutenu que Zanzibar mérite davantage d'autonomie, un meilleur contrôle de ses ressources naturelles et une plus grande influence sur son propre avenir. Les élections sont souvent source de tensions, et les conflits dégénèrent parfois en violence. Ces moments révèlent les profondes divisions au sein de la population. Certains se considèrent comme des Tanzaniens dotés d'une identité particulière, liés au continent par l'histoire et la loi, tandis que d'autres s'identifient avant tout comme Zanzibaris, fiers d'une culture, d'un patrimoine et d'une histoire distincts. Les expressions culturelles, des chants et poèmes aux manifestations de rues silencieuses, entretiennent l'idée d'indépendance. Même si elle ne fait plus la une des journaux, elle persiste au quotidien, ancrée dans la fierté des communautés locales et dans les conversations à voix basse sur l'autonomie. Pourtant, le monde autour de Zanzibar a considérablement changé. La guerre froide est terminée depuis longtemps, et les réalités de l'économie mondiale ont plus que jamais lié l'île à la Tanzanie. Pour les jeunes générations, le combat est passé de la politique à l'économie. L'emploi, les infrastructures, l'éducation et les perspectives d'avenir définissent désormais la lutte pour une vie meilleure, bien plus que toute rhétorique nationaliste. Le tourisme est aujourd'hui un moteur essentiel de l'économie zanzibarite. Stone Town, avec ses ruelles sinueuses et son architecture historique, est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle attire les visiteurs pour ses couchers de soleil, ses marchés aux épices et sa culture swahili, plutôt que pour les tensions politiques. Hôtels, complexes hôteliers et paquebots de croisière ont remplacé les milices et les révolutions comme forces dominantes qui façonnent l'île. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, la question de l'identité continue de couler comme un courant sous-jacent discret. Pour beaucoup, elle est personnelle et profonde. Sommes-nous Tanzaniens, liés à une nation continentale? Ou sommes-nous Zanzibaris, héritiers d'une histoire et d'une culture unique qui refusent de tomber dans l'oubli? Le débat persiste, subtil mais tenace, influençant la vie sur cette petite île à l'histoire complexe. Alors la prochaine fois que vous contemplerez les eaux turquoises de Zanzibar, souvenez-vous, sous cette beauté se cache une histoire de rébellion, d'identité et de cette question lancinante, que signifie vraiment être libre? Quel aspect de l'histoire de Zanzibar vous a le plus surpris? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et si vous aimez découvrir les pans méconnus de l'histoire africaine, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes d'Afrique révélée.